Et bonjour à tous et bienvenue sur Fils de Plume et plus précisément dans Hors Champ, votre émission qui parle de cinéma. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont nous ne pouvions pas ne pas parler, tant le sujet a été central ces derniers temps. Je parle du film dont tout le monde parle, celui qui a été annoncé comme le messie qui ramènera les gens dans les salles de cinéma malgré la peur d'une pandémie. Je parle bien sûr du dernier film de Christopher Nolan, Tenet. Ah, je pensais on parlait de football, excuse-moi. Désolé. Mauvaise émission, vous pouvez partir, monsieur. On l'a tous vu autour de cette table et on va dans un premier temps débattre du film. Après, on va étendre le sujet sur le réalisateur et puis on écoutera en fin d'émission Simon qui nous parlera des enjeux un peu économiques du film. Ouais, vite fait. Mais du coup, oui, enfin voilà, il va nous parler un peu de pourquoi est-ce que ce film-là il est important. Donc du coup, je vais d'abord introduire un peu mes invités. Donc on a Simon autour de la table que vous connaissez bien. Bonjour, Simon. C'est moi. Oui. On a aussi Ioannis que vous connaissez bien, qui est déjà intervenu dans plusieurs émissions. Bah oui, c'est moi. Voilà, c'est lui évidemment. Et on a une nouvelle arrivante. Je crois que c'est la première émission que tu fais sur Fils de Plume. Donc salut Jude. Bonsoir. Et du coup, on va d'abord revenir sur le film Tenet. Ça va être le sujet vraiment central de l'émission. Donc d'abord, on va peut-être commencer par un petit tour de table pour savoir ce que chacun d'entre nous a pensé du film. Attends, ça va être galère, il n'y a pas trop la place pour tourner là. Ouais, puis il y a beaucoup de choses aussi sur la table. Donc ça va être un peu chiant. J'avais pas compris. Non, mais l'écoutez pas, il prend des trucs pas nets dans son corps. C'est pas un mec sain. Tenet. Oh Alors Ça dit quoi maintenant? Alors voilà, les gens ou en pas fait, l'émission ce n'est pas une émission sur le cinéma, c'est une émission humour. Voilà. Ouais, c'est On est là que pour faire des blagues. Sur Rire et Chanson, bonsoir à vous. Du coup, je vais demander à une première personne. Bah tiens, Simon, je vais te demander ce que tu as pensé du film, vite fait, un petit avis bref. Alors moi, juste pour être très, très bref et concis, j'ai beaucoup aimé Tenet pour de multiples raisons. C'est vraiment un film que j'ai adoré parce que je trouve qu'il a une ambiance qui se tient. Je dirais pas forcément que c'est le film de Nolan que j'ai le plus envie de revoir, mais c'est peut-être celui dont je suis le plus admiratif au premier visionnage. Voilà. Ok, très bien. Jude, est-ce que peut-être tu peux nous donner toi aussi un avis bref sur le film? Qu'est-ce que tu en as pensé en sortant de la salle? C'était un film extrêmement intéressant dans le sens où il y avait encore ce lieu commun de la temporalité et je trouvais ça très intéressant comment il l'a traité. Et bon, j'ai des avis assez partagés sur ce film, notamment sur la BO. Mm-hmm. Mais en soi, j'ai bien kiffé cette séance au cinéma. Ok, bon, on pourra revenir un peu plus tard en détail sur la BO, ce sera avec plaisir. Je vais laisser la parole peut-être un peu vite fait à Ioannis aussi sur son avis sur le film. Alors, du coup, le film, je suis allé le voir deux fois. Une fois avec De Georges et une fois avec Simon. Enfin, du coup, avec Pierre qui présente l'émission là. Parce que De Georges ici, personne sait qui oui, c'est. Du coup, du coup, je suis allé le voir avec deux fois et avec deux personnes différentes, donc qui sont autour de cette table. Et c'est le film que j'avais de Nolan qui m'a donné le plus envie de revoir, tu vois. C'est que les autres, je suis pas allé les voir au cinéma déjà, donc quand ils sont sortis, je savais que je pouvais les revoir direct, tac en DVD ou en Blu-ray, je pouvais les revoir directement. Alors que là, Tenet, il était au cinéma et j'étais en mode, ouais, d'habitude les Nolan, je me les fais plusieurs fois à la suite quand je viens de le voir, je regarde plusieurs fois très rapidement après le premier visionnage. Là, du coup, au cinéma, j'ai été obligé de raquer deux fois. Mais je regrette pas parce que c'est vrai que des fois, j'ai remarqué des trucs qu'on voit pas forcément là, au premier visionnage. Enfin bref, ça, mis à part, c'est pour moi celui de Nolan qui sera, ce que j'ai beaucoup dit aux potes quand on en discutait, c'est que ça sera le plus critiqué, le plus incompris des Nolan. Pour moi, celui qui va le moins marcher sur la postérité, j'entends. Celui-là, c'est le plus... avec le plus de cafouillage, en fait, un peu le moins clair des Nolan. Après, j'ai surkiffé, évidemment. Il est très, très, très intéressant. Ok. Toujours nouveau chez Nolan, mais je pense que ça sera celui qui sera quand même le plus incompris, quoi, le plus détesté, surtout. Ok. Écoutez, pour ma part, le film, je reviendrai plus tard sur le fait que j'aime moins Nolan qu'avant sur ses derniers films. Mais du coup, je serais peut-être noir à l'horizon. Regard noir à l'horizon. Je serais peut-être celui qui aura le plus de réserve sur le film, même si j'y ai trouvé aussi énormément de qualité, et notamment sur tout ce qu'est la réalisation. On viendra plus en détail dessus, mais pour résumer généralement, disons que je trouve le scénario un peu artificiel, un peu trop artificiellement alambiqué, mais
la réalisation et l'exécution du film plutôt intéressante. Donc au final, j'ai un bilan assez mitigé. Sur lequel on reviendra comme l'exoconférence, bilan mitigé. Non, quantique. Tenet, un bilan mitigé, révolution ou mascarade. Pour citer Alexandre Astier. Voilà. Exactement. On aura déjà eu l'occasion de citer Astier. Du coup, le but de l'émission, c'est pas que ça se transforme en bain de sang et qu'on se foute sur la gueule. Ah bon On va. On pourra moi, après. je suis venu Après, pour ça, on pourra après. Hein. Moi, je suis venu pour Je vous propose qu'on commence à aborder quelques points du film, notamment peut-être commencer par le scénario. Commencer par un truc qui est assez facilement remarquable et qui peut lancer le sujet général du film, c'est que Tenet, qu'est-ce que c'est ? C'est un film d'espionnage en fait, qui reprend pas mal de codes un peu à la James Bond. Le côté en fait enjeu international, enjeu de fin du monde. Le Kenneth Branagh qui joue une espèce de méchant sur son yacht qui ressemble pas mal à des méchants à la James Bond, etc. Et oui, Yoannis, tu voulais dire quelque chose ? C'est sur ce fait-là, c'est totalement admis. C'est évidemment le premier truc qu'on Bien remarque, sûr. et c'est aussi ce que Nolan a dit de son film aussi. Il voulait faire son James Bond. Il voulait faire son film d'espionnage. On retrouve les codes du film d'espionnage et surtout du film des James Bond. Et ça, c'est quelque chose que Nolan, il en a parlé en interview en mode Ouais. je suis un fan de James Bond, je voulais faire aussi un peu mon film d'espionnage, mon James Bond à ma sauce à moi, quoi. Je commence par ça parce que je pense que c'est une porte d'entrée pour dire ce film-là, il parle de quoi, il est traité comment. Nolan a déclaré je voulais faire un truc, je vais faire mon James Bond, quoi. Le concept général du film, c'est peut-être un truc dont on peut parler rapidement parce que c'est quand même ça. Enfin, moi en tout cas, c'est ça qui m'a donné vraiment envie de voir le film, même si j'allais y aller de toute façon parce que c'est Nolan. Mais ce qui m'a donné vraiment envie de voir le film, c'est on te dit c'est un film où en fait le concept ça va être que il va y avoir des gens qui vont à l'endroit dans le temps et des gens qui vont à l'envers, et parfois on va passer de l'un à l'autre et du coup on va se retrouver dans un scénario où on va aller chronologiquement, on va aller en avant, en arrière, en avant, en arrière, et c'est ça qui va être l'intérêt principal du film en fait, ce qui le rend différent des autres films. Donc je sais pas ce que vous avez pensé de ce concept. Temps qui est très sa fixation sur le temps, obsession comme je vois dans tes notes. Ouais. Ça c'est quelque chose, on reviendra un peu plus tard quand on parlera de la filmo globale du bonhomme. Ouais. Et globalement ça fait partie, donc toujours le temps qui est traité différemment dans chacun de ces films. Et j'ai été très content parce que je me suis dit ok, il nous a pas refait Inception dans la conception du temps, j'entends. Oui, bien sûr. Sur cet aspect-là du scénario, il nous a pas refait Interstellar, il nous a pas refait Inception, il nous a pas refait Memento. Où il a trouvé une nouvelle manière encore d'aborder le temps qu'il avait pas fait. Malgré ses aisances scénaristiques, des trucs en mode effectivement, on a déjà vu ça, ces idées-là à pointer le bout de leur nez dans des films qu'il avait fait avant. Mais globalement, en termes de concept, il s'est renouvelé déjà. Il a fait un truc différent, il nous a pas servi la même sauce. Et j'ai trouvé très très bien traité, notamment visuellement, parce que c'était pas facile. On y reviendra aussi plus tard, mais j'ai trouvé que le scénario était très très bien foutu. Ça forme un cycle, il y a un début, un milieu, une fin. On s'ennuie pas, et c'est malgré certains trucs scénaristiques qui peuvent être faciles, propres au cinéma d'espionnage, au film d'espionnage. J'ai trouvé quand même, ça renouvelait bien, quoi. C'était très agréable à regarder, malgré des fois on se perd un petit peu si on suit pas. Si on décroche 2 minutes, on est perdu. Mais globalement, j'ai trouvé que le scénario était vraiment à la hauteur de ce qu'il avait fait avant, que ça soit Dunkerque ou Interstellar ou. Il y a un portable qui sonne, qui n'a pas été mis en silencieux, erreur professionnelle de notre producteur. Voilà. Justement, je pense que c'est peut-être intéressant de revenir sur ce que tu étais en train de dire là, sur le fait que effectivement, si on lâche 2 secondes, on se perd. Je pense que c'est le seul défaut. Ça fait partie des défauts que je trouve au film, qui sont dérangeants. C'est pour ça que, moi en tout cas, c'est une réserve que je peux avoir sur le scénario, et peut-être que toi qui as vu le film 2 fois, t'as du coup une approche différente du film, parce que pour le coup, je l'ai pas revu, mais c'est effectivement un film que j'ai envie de revoir parce que je sais qu'il y a certaines scènes où j'ai eu du mal à saisir les enjeux, vu qu'on se disait ok, mais alors ça, est-ce que ça se passe avant ou après ça chronologiquement, du coup c'est quoi les enjeux, il se passe quoi si tel personnage il dit ça à ce moment-là. Et c'est ça qui parfois m'a fait un peu me détacher du film. Et ce qui fait que dans tout ce qui était les scènes de dialogue qui expliquaient les enjeux, j'avais du mal à m'accrocher au film, et où j'ai beaucoup plus été emporté pendant les scènes d'action qui juste offraient un visuel assez inédit. Mais pour le coup, pour tout ce qui est des scènes un peu de dialogue qui expliquaient les enjeux et tout, des fois j'avais du mal à savoir où j'en étais en fait et à comprendre les enjeux du film. Et ça, je pense que c'est un
Enfin, moi, je considère ça comme un défaut du film. C'est le Pour côté. moi, il y a voilà. une erreur dans le film en termes de scénario, c'est d'avoir commencé par présenter la balle. C'est-à-dire que moi, ça m'a paumé. Parce que, en fait, excuse-moi, tu parles de la balle dans l'opéra ou après Après, la balle Ouais. après. Ah, Quand oui, avec ils la arrivent et puis scientifique, qu'elle explique, voilà. Ouais. Et moi, je Balle. me suis dit, d'accord, donc en fait, il y a des objets qui maîtrisent machin. Et en fait, j'ai mis vraiment du temps à intégrer en fait, le fait que du futur qui renvoie les objets dans l'autre sens, enfin machin. Non, en fait, c'est juste que. Enfin, le coup de la vente de balles, je trouve que ça m'a fait cafouiller la compréhension du film. Plus que nécessaire. C'est que- Parce que c'est bien que le film ait l'air un peu compliqué pour que tu ressentes comme les personnages la complexité de cet univers-là. Là, il y a des moments où c'était pour moi artificiellement rendu compliqué. Là où en fait, au final, le concept, une fois que tu as saisi les bases, il est très simple. Oui. Ouais. Et moi, j'aurais préféré avoir une phrase du genre le temps est inéluctable, tout ce qui va arriver arrivera. Ouais, ça c'est très Quelque très chose- Interstellar au final. Quelque très chose, Murphy. quelque chose qui, Ouais. Qui m'explique cette notion-là, parce que c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre. Dans le film, le fait que justement, je me dis, mais oui, mais comment c'est possible que les mecs, ils mettent. Enfin, tu vois, il n'y a qu'un moment où il le dit, c'est attends de te voir sortir de la machine de l'autre côté. Ouais. Il faut que tu sois en même temps que. Enfin, voilà. Et de te voir rentrer dans la machine d'ailleurs. Et une fois que tu as compris comment fonctionnait le temps, je trouve que le film est très appréciable, mais je trouve qu'il met quand même du temps à savoir l'expliciter correctement. Et pour moi, c'est un peu. Il se consacre beaucoup sur le côté espionnage et tout ça, et ça c'est très réussi. Mais il y a un petit manque sur le début du film sur la lisibilité de comment fonctionne le bousin. Ouais. J'ai une supposition là-dessus. Je sais pas si c'est vrai ou faux. Peut-être tu Je voulais. voulais juste revenir Ouais. 2 secondes sur la balle. Merci Soren. Ce que je voulais dire sur la balle, c'est que je trouvais bien que ça soit introduit par la balle parce que quand la nana elle explique au protagoniste, oui, parce que le personnage principal s'appelle personnage principal. Donc le protagoniste, parce que la balle on l'a déjà vu dans l'opéra. Il y a des gens qui l'avaient pas remarqué. Moi j'avais Merci. remarqué la Merci. première fois, mais je savais pas où ça allait. Et il y a des gens qui avaient pas forcément fait gaffe. J'en avais discuté, je sais plus avec qui. Il me semble que c'était avec Joséphine, qui avait pas fait gaffe à la balle au début dans l'opéra. Ouais, mais c'est bizarre Une parce de nos que potes. c'est. Mais tu vois, qui reparlent de la balle, mais ils expliquent pas. Effectivement, là où je suis d'accord, c'est qu'ils expliquent pas assez. C'est qu'à un moment donné, là, Nolan, il devrait. Des fois, quand je Ils l'ai expliquent trop ce revu, qu'il faut pas. Ouais, ils expliquent pas. Ouais, ils expliquent trop ce qu'on s'en bat les couilles et d'autres trucs qu'ils devraient expliquer. C'est que quand je l'ai revu, j'étais en mode. Ok, Nolan, il aurait dû faire sur pause et t'installer dans la salle avec son canapé en mode. Bon, ok, alors cette balle-là, on peut l'inverser parce que c'est une balle qui a été utilisée dans le futur. Du coup, les autres balles, tu peux pas faire ça avec parce que c'est une autre balle qui a pas été utilisée dans le futur. Tu vois, t'es en mode, ouais, faut comprendre que les objets que tu peux inverser, c'est les objets qui ont servi dans le futur, qui ont été inversés dans le futur. Donc c'est des balles, il y a des balles que tu peux pas parce qu'elles n'ont pas été inversées plus tard. Du coup, tu t'es un peu, ok, t'as bien fait de mettre sur pause pour m'expliquer parce que là, du coup, je comprenais pas du tout quoi. Et comme il met pas sur pause, du coup, tu mets un petit peu de temps vraiment à comprendre. La manière dont il t'explique, des fois, c'est pas très clair. Moi là-dessus, ce qui m'avait perturbé, c'est surtout les mots employés en fait dans les scènes de dialogue. C'est que des fois, ils vont rendre inutilement un truc compliqué, alors que de base, c'est plutôt simple dans l'idée, et qu'en fait, c'est juste par la manière de l'expliquer. Et c'est là où, par exemple, je trouvais que ça souffrait un peu de la comparaison avec Inception, qui avait une exposition que je trouvais beaucoup plus claire, et où du coup, j'étais en mode, c'est bon, ton concept, je le comprends. Qui est très, Et, très, très clair dans Inception. voilà. Et où du coup, en fait, Inception, ouais, t'écoutes les dialogues, t'as compris le film. D'ailleurs, Et là, je trouvais ça un peu plus complexe, quoi. c'est-à-dire que pour une fois, on peut faire les reproches que les gens font n'importe comment à Inception de dire c'est trop compliqué. Les gens disent de Inception qu'il est trop compliqué alors que c'est pas vrai, c'est un film très simple à comprendre. Oui, c'est juste faut écouter. Mais là, pour le coup, avec Tenet, c'est vrai. Là, il y a un côté, oui, enfin, t'as intérêt à être au taquet, et même en étant au taquet, t'as plutôt intérêt à même le voir 2 fois. Oui, au deuxième visionnage, notamment ce que j'avais un truc que j'avais la première fois que je l'avais vu donc avec Pierre. À un moment donné, quand on est sorti de la salle, je lui ai dit attends, à un moment donné, quand ils sont sur l'autoroute et tout, qu'ils volent le truc, je suis en mode mais attends, pourquoi ils volent un objet du coup qu'on découvrira plus tard être une pièce essentielle au plan machiavélique de Kenneth Branagh russe. Là, j'avais pas compris. À un moment, il y a un dialogue et puis ok, la conclusion du dialogue, c'est que ok, je dois voler ça. Et je comprenais rien. J'étais en mode mais attends, du coup, ils volent un truc pour le méchant, ils volent un truc pour pas que le méchant l'ait. Je comprenais pas du tout où ça allait en fait. Et quand je l'ai revu, j'étais en mode ah oui, ok, d'accord. Sauf que quand je l'ai revu, j'étais en mode ok, c'est clair, mais c'est clair quand tu le sais, tu vois. Donc il y a beaucoup de trucs. C'est le problème de scénaristique de Tenet, c'est que c'est clair quand tu sais déjà en fait pourquoi. Quand tu comprends le pourquoi, quand t'as vu le film déjà, tu comprends les trucs. Mais la première fois, c'est vrai que c'est un peu difficile des fois par manque de clarification.
C'est vrai que ça manque de clarté sur certains points. Moi, j'ai pas du tout envie de le revoir une deuxième fois. Tout simplement parce que je me suis quand même ennuyée pendant ce film, en fait. Ok. Il y avait quand même des scènes ou des dialogues qui étaient quand même assez longs et... On peut renommer l'émission Bain de sang, s'il vous plaît? Calm down. Et ouais, enfin, c'était... Alors, il te met quand même dans l'ambiance dès le début avec la scène dans l'opéra et tout, l'attentat, tout ça. Qui fait très Rises d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ouais, carrément. En vrai, pendant... Alors, faut savoir que je l'ai vu en VF. Et pendant... Ouais. Ça va être un bain de sang. Non, mais là, c'est dit. Grosse erreur. Et parce que la VF est pas... Non, elle est dégueulasse, hein, tu peux dire les mots. Hein. Ouais, elle est immonde. Et je me suis quand même vachement ennuyée dans certaines scènes et avec certains personnages. Et j'ai été extrêmement déçue par les personnages dits féminins dans ce film. Encore une fois, c'est un personnage féminin qui subit la domination d'un homme et du coup, c'est pas qu'elle sert à rien, mais c'est que... Elle est juste victime, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et elle prend pas réellement les devants, quoi. Là-dessus, je suis assez d'accord. Mais il y a quand même une forme de... Déjà, ça va plus loin, le personnage principal. Principal féminin. C'est un personnage féminin, donc, comme tu as dit, qui souffre beaucoup de l'oppression de son mari. Et qui souffre d'ailleurs exclusivement de ça, hein, puis pas qu'un peu. C'est ça. Mais à des films comme James Bond, où le personnage féminin va rester très en retrait, mais va quand même servir l'intrigue principale. Là, le personnage féminin ne sert pas du tout l'intrigue principale, ne va pas aider les héros vraiment, concrètement, mais elle va le s'aider elle-même à s'émanciper, je trouve. La différence avec certains films de James Bond, c'est que le personnage féminin s'émancipe de son mari, n'aide pas concrètement les héros, je trouve. Enfin, moins que dans un film comme James Bond, par exemple. Bah oui, mais elle n'aide pas les héros, mais les héros se servent d'elle. Les héros masculins se servent d'elle aussi pour tuer. Oui, mais il la sauve sans intérêt. Il la sauve pas. Il la sauve. Ils vont. Enfin, elle vient de se faire shooter par son mari, donc ça ferait chier qu'il la sauve pas. Mais il la sauve pas dans l'optique en mode ok, on va la sauver parce qu'elle va nous aider. Protagoniste, donc John David Washington, il me semble le nom de l'acteur. C'est ça. Il l'aide pas dans une optique de parce qu'elle va nous être utile. L'homme encore pour s'en sortir dans sa vie en fait, que ce soit avec le protagoniste, tu vois. Elle a encore besoin d'hommes pour pouvoir se libérer de l'oppression. Oui, parce que le peu d'émancipation qu'elle a, effectivement, à la fin, on voit que heureusement que le protagoniste était là, sinon elle t'est crevée. Heureusement que les hommes sont là, parce que sinon la pauvre princesse se serait fait bouffer par le grand méchant. Ça, quoi. effectivement. Ouais, c'est vrai, ouais, sur cet aspect-là, on est d'accord que c'est pas l'aspect le plus réussi du film. Après, c'est vrai qu'on va rarement voir un Nolan sur cet aspect-là. Bah oui, c'est vrai que c'est pas le premier ni le dernier, je pense, de Nolan à avoir un traitement des personnages féminins comme ça. C'est que je vois tout simplement que c'est pas ce qu'on a cherché. Après, oui, c'est sûr qu'on peut le reprocher. Mais c'est vrai que je le mettrais pas dans la même catégorie que les reproches que je fais au film en tant que film. C'est-à-dire que là, il y a c'est parce que tout simplement, c'est quelque part, c'est pas le combat de Nolan, c'est pas non plus ce qu'il veut. C'est plus un problème d'intention parce que là, c'est clairement pas un problème de mise en pratique. C'est-à-dire que dès le départ, le personnage ne sert qu'à ça. C'est pas un problème. Dès le départ, il en a rien à foutre quand il écrit, quoi. C'est pas un problème de traitement. Mais il est là le problème, je pense. Il a fait dès le départ. Et donc oui, c'est un souci, mais je peux pas le mettre sur le même palier. En fait, je mets même entre guillemets sur un palier supérieur, mais que je peux même pas appeler cinématographique. Ouais. Disons que c'est pas un problème lié à Tenet. C'est un problème de la société. C'est pas un problème de ce film en particulier. C'est un écueil classique dans lequel il tombe. C'est bien de l'aborder. Mais c'est un code ancré qui va aussi avec les films de James Bond. On le voit clairement dans tous les films de James Bond. Dès qu'ils ont annoncé que James Bond, 007 sera une femme, ça a plus gueulé que pour Idriss Elba, j'aime autant vous le dire. Hein. Enfin non, du coup, je suis désolé de vous le dire. Du coup, plutôt comme ça. Du coup. J'aimerais vite fait parler d'un autre point. Je sais pas. Après, on pourra revenir éventuellement sur le scénario si vous avez d'autres choses à ajouter. Je voulais évoquer un tout petit peu le montage du film. Parce que moi le montage c'est un peu mon dada et en l'occurrence dans Tenet j'ai été assez perturbé parce que autant il y a beaucoup de scènes qui sont plutôt montées correctement et d'ailleurs de ce que j'ai compris alors ça s'annonce mal. Le film est monté
Voilà. Alors, il y a Le un film monteur. est monté, d'accord. Non mais ce que je veux dire c'est que Bohemian Rhapsody, le film est monté. Non, Ouais, mais- un Oscar pas chaud. Hein. Non, mais attends, ce qui mérite quand même un grand respect, notamment sur les scènes où il y a les deux timelines inversé, qui se ouais. croisent, où il y a En des gens en inversé, inversé, des gens en normal, parce que monter ça doit être vraiment un casse-tête, et ils l'ont dit eux-mêmes que ça avait été un casse-tête à monter, notamment je pense au climax de fin avec l'équipe bleue, l'équipe rouge. Ouais. Mais à côté de ça, Excusez-moi, citation de Nolan. Nolan a dit de son film avant sa sortie que c'était qui considérait que son film Tenet était le film le plus difficile à monter de l'histoire du cinéma, tu vois. et ben même si peut-être qu'il extrapole un peu, en Ouais, tout cas mais au moins, je comprends. Non mais je Extrapole, comprends. mais on comprend l'intention. Je comprends que dans l'idée, c'est été compliqué quand tu montes un film de se dire ok, tu dois appréhender le fait qu'il y a des personnages qui vont pas dans le même sens temporellement. Mais ce que je voulais sur le truc sur lequel je voulais revenir, c'est que autant les scènes difficiles à monter, elles sont bien montées, autant des scènes qui paraissent très simples à monter, comme certaines scènes de dialogue, sont vraiment montées au hachoir. J'ai trouvé. Il y a certaines scènes, notamment des scènes de dialogue vers le début du film. Je crois que c'est dans le restaurant quand il est avec la femme de Kenneth Branagh dans le restaurant. Là où vraiment je me suis perdu d'ailleurs. c'est Tout à l'heure, surcoté j'en parlais. pour rien. Ça m'a rappelé justement une scène de dialogue de Bohemian Rhapsody qui souffrait du même problème. Alors, je rappelle, Bohemian Rhapsody a eu l'Oscar du meilleur montage avec ce genre de scène dedans. Donc pourquoi pas pour Tenet du coup. Mais vraiment, il y a eu quelques scènes comme ça qui étaient vraiment, j'ai trouvé, montées avec le cul, et c'était spécifique à certaines scènes. Donc j'étais en mode, oui, c'est même pas un problème de l'équipe du film en fait. C'est juste qu'il y a certaines scènes où ils ont dû faire une connerie sur la production, ils ont dû vouloir couper des trucs ou quelque chose, et au final, ça rend un résultat. J'avais du mal à regarder. Il y a certaines scènes qui étaient censées être banales et juste nous exposer les enjeux de l'histoire, où je pouvais pas les regarder, ça me détruisait la gueule, quoi. C'était terrible. C'est vrai que Ah, moi, c'est j'ai peut-être pas pour fait ça que gaffe, je me moi. suis perdu à cette scène-là. La scène Ouais. dont tu Peut-être. parles notamment, c'est peut-être pour ça que je me suis perdu à ce moment-là. Alors moi, je donnais Celle pas ça à un avec problème Michael de Caine. montage. Ah non, c'est non, celle, quand il est dans le resto avec la femme Ouais. qui Ouais. va soi-disant se faire Ouais. casser la gueule à la fin. Ouais. Il y en a 2-3 comme ça en fait dans le film. Là, cette scène-là- ça me sortait du film, quoi. C'est pas le montage du coup qui. Enfin, je donnais pas ça au montage, mais peut-être que faudrait que je le revoie du coup quand il sera sorti. Bah moi ça m'a choqué le Mais, fait que au bout je d'un pense moment que t'as c'est vraiment peut-être- des C'est peut-être à cause de ça, du coup, je me suis perdu en fait le montage trop rapide et que du coup, je voyais plus où on était quoi. c'est que t'as des champs contre champs toutes les secondes, toutes les 2 secondes, t'as vraiment des plans très courts. T'as l'impression d'être dans une scène d'action de Michael Bay, sauf que t'es dans une scène de dialogue de Nolan et du coup tu comprends pas. Et d'autant plus que ce qui suit juste après avec la scène d'action dans la cuisine du restaurant et tout ça, tout de suite on revient à un truc qui marche beaucoup mieux. Et enfin voilà, j'ai trouvé ça très perturbant comme truc, et c'est la première fois que je voyais ça chez Nolan, une telle en fait littéralement ce qu'on pourrait appeler des erreurs de montage. Enfin moi je Ce qui trouve est que c'est des paradoxal erreurs. parce que Nolan justement on lui reprochait beaucoup ses scènes de combat, je suis d'accord avec ça, Ouais. et là pas du tout. Là Oui. ces scènes de combat sont très lisibles Les et scènes très, d'action sont très, nickel, très bien ouais. tournées et bien montées. Critique que je ne comprendrai pas, je pense jamais sur Christopher Nolan. Après bon, je suis pas un pro en montage ou quoi que ce soit, mais même pas du tout. Mais En fait, c'est- le montage des combats chez Nolan, c'est un Non, truc qui a beaucoup été reproché à The Dark Knight Ah ouais. Rises notamment. Ah, moi je lui Mais reproche- moi, ce qui même m'a pas, moi. jamais dérangé, j'ai même trouvé ça. Ah, moi c'est même pas propre, Dark Knight en fait. Rises, c'est Dark Knight tout court. En fait c'est quelques Oh là là, scènes. il y a certaines scènes que je peux que je trouve vomitives. Moi ça me plaît beaucoup. Après c'est peut-être un style de montage du coup qui me plaît et que du coup dont je vois pas les défauts. Moi, tu vois, Mais c'est un truc qui me dérange absolument juste pas. on en reparlera dans Ouais. la rétrospective sur ces Parce que là-dessus, pour le coup, j'ai eu l'occasion d'en parler avec des potes à moi qui sont aussi monteurs, et vraiment, on avait cette même remarque en fait que on s'est montré certaines scènes de sa filmo où vraiment c'était illisible parce qu'à un moment donné c'était trop surcoté, qu'il y avait genre je sais pas, par exemple, enfin il y avait un exemple qui est très souvent cité qui est dans Dark Knight Rises quand Catwoman arrive dans la prison et qu'elle elle brise les poignets d'un mec qui essaye de l'attraper. J'adore. Et vraiment, non, mais l'idée est géniale, mais en fait, la scène est mal filmée parce que t'as 3 plans qui s'enchaînent super vite. Il y a 3 plans qui s'enchaînent super vite. Il y en a aucun où tu vois clairement qu'elle lui brise les poignets. Et en plus, c'est une espèce de shorty de champ qui fait très bizarre. Et du coup, ça donne un rendu qui, si tu y prêtes vraiment attention, tu te dis, ok, en fait, c'est vraiment bizarre comme manière de faire. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que dans les scènes d'action, le film, je suis d'accord avec toi, ne souffre pas de ce défaut. Donc ça, c'est un vrai progrès pour le coup dans la carrière de Nolan. Ce truc de, ok, les scènes d'action, elles sont toutes nickel. Ce qui était, en général, il y avait 1 ou 2 scènes d'action foirées dans ces films, pas plus, mais c'est un défaut qui Ouais. La tend à s'absenter. La scène C'est tant mieux. avec Anna Thaoué dans la prison, c'est dans The Dark Knight Rises. C'est, tu vois là, vous me mettez le doigt sur des trucs qui me dérangent absolument pas en fait. Non, Donc mais vraiment, d'accord, voilà, non, ça mais c'est doit juste être que- vraiment être. Moi, ouais, c'est un montage qui me dérange pas du tout. Donc après, je parlerai pas forcément spécialement du montage du coup parce que Ouais. comme j'y connais pas grand chose et que ça me dérange pas, je peux pas pointer le doigt sur des problèmes éventuels. Mais après, à côté Mais de ça, globalement, on est d'accord. Les scènes où t'as des gens qui vont droit et d'autres qui vont à l'envers. Là, les scènes sont très bien montées. Oui. Mais évidemment, là, mais ça reste comme. Mais c'est bizarre parce que là, on voit que c'est bien monté.
mais c'est difficilement lisible, mais voulu, parce qu'effectivement, parce que tu peux pas rendre ça plus lisible, parce que le combat final, on en parle avec Simon, on va essayer de faire en sorte de retrouver. Je me l'achèterai quand il sortira, tu vois, et puis on va essayer de récupérer le dossier pour mettre le combat final dans différents sens. Je me dis, mais même quand tu le mets quand tu dois changer le montage, tu te dis. Ouais, même en changeant le montage, tu le mets à l'endroit ou à l'envers, le bordel, tu comprends pas exactement tous les trucs. Donc, notamment, quand cette scène magnifique, on en avait parlé, quand il y a le bâtiment qui se reconstruit, qui explose, qui se reconstruit et qui re-explose derrière, t'es en mode qu'est-ce qui s'est passé en premier? Je sais plus. Attends, de base, tu dis c'est joli, c'est un défi technique, mais du point de vue de l'histoire, c'est pas très cohérent. Enfin, tu te dis, ok, il y a deux équipes, il y en a une qui est à l'envers, mais du coup, ils font quoi? Ils récupèrent les roquettes qu'ils ont tirées. Enfin, c'est là où le montage est beau, c'est que en tant que spectateur, même moi qui connais rien au montage, je suis en mode, il y avait aucune manière de rendre ça plus clair au final. Ouais, c'est ça. Mais pour le coup, là où c'est intéressant, c'est que je trouve que ce concept-là permet de montrer des images qui sont en fait un peu jamais vues au cinéma. Et on peut s'étendre un peu sur la réalisation. Simon, je vais te laisser en parler parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire là-dessus. Effectivement. Sur la réa, alors moi déjà j'adore Nolan parce que c'est un créateur de concept. Déjà ça faisait quelques temps, non c'est pas vrai parce que déjà son dernier c'était le cas, mais il a fait quand même pas mal d'adaptations et d'adaptations aussi de scénarios de son frère. Et là ça fait longtemps qu'il n'avait pas vraiment fait un film coécrit. Oui, coécrit, mais la plupart du temps, c'est des histoires par son frère. Par exemple, Memento, c'est une histoire de son frère. Okay. Et là, il se trouve que c'est donc un scénario original, ce qui est rare de voir un scénario original percé à cette échelle, écrit par lui-même. Donc de se dire qu'un des plus gros budgets du cinéma a été écrit par une personne et réalisé par une personne sur un scénario original, non pas inspiré d'une œuvre, mais original. Ouais. C'est-à-dire, c'est ni une adaptation ni un remake. C'est ça que ça veut dire scénario original. Voilà. Ça veut pas dire que le scénario est spécifiquement original, mais voilà. Ça veut dire que ça s'appuie sur aucune œuvre précédente. Voilà, il peut y avoir des influences, mais on n'est pas sur une adaptation. Et en fait, donc là, c'est déjà assez impressionnant. Et comme c'est un créateur de concept, c'est comme s'il prenait sa liste des effets After Effects et qu'il en faisait un film. Et j'adore ça en fait. C'est-à-dire que là, il s'est dit ah putain, on n'a pas vraiment de film qui a exploité le fait de mettre quelqu'un à l'envers, tu vois. Et là, il se dit, tiens, je vais carrément en faire tout un propos, tout un film. Donc ça, c'est vraiment... j'adore ça, ce que j'appelle... C'est un mélange entre une œuvre et un exercice de style, en fait. C'est-à-dire que c'est forcément une œuvre qui va aussi ouvrir la voie à d'autres films. Et ça, je trouve ça trop cool. Et là, il a été très, très loin, très vite dans le délire, parce que lui, il fait pas les choses à moitié. Et donc, j'ai trouvé ça extraordinaire. Après, finalement, ce qui m'a le plus rendu admiratif dans la réalisation, c'est paradoxalement, c'est toutes ces scènes... simple de dialogue. Alors déjà, je vais dire un truc. Alors ça paraît con, voilà, mais prendre un protagoniste. C'est pas mal ça. Prendre un protagoniste de couleur noire. Ouais. Au niveau de l'éclairage et au niveau de la prise de vue, c'est un calvaire en vrai. Ça, on en parle très peu, mais c'est parce que forcément, devant n'importe quel fond un petit peu éclairé de ciel et tout ça, il va être sous-exposé. Il y a des scènes, notamment la scène du restaurant, où il y a très peu de lumière. Et justement, il a réussi à faire. Tu vois bien son visage. Donc ça prouve l'effort parce qu'il y a eu un vrai effort de fait sur la lumière qu'on remarque très peu parce qu'on la trouve très réaliste et froide. Mais en fait, c'est admirable de la rendre réaliste et froide avec le nombre de difficultés qu'il y avait à la rendre bien, sachant qu'il tourne en IMAX et tout. Et c'est la première fois que je ressentais vraiment l'IMAX. Je veux dire qu'il y a certaines scènes avec juste le flou, le vert des plans et tout ça, que j'ai vraiment trouvé magnifique dans la sobriété, mais très 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 belle. Et ça, c'est ce qui m'a impressionné. Il y a une netteté, c'est impeccable. C'est le même chef-op que sur Dunkerque. Et déjà, Dunkerque, j'ai trouvé que l'image était très jolie et c'est la même patte. Hoyt van Hoytman. Bah pour moi, c'est très très chiant à lire. C'est pour ça que c'est. Non, enfin, je le dirai je le dirai quand on mettra en perspective avec les autres films. C'est juste, je trouvais brillant en termes de réa. Pas forcément brillant dans la décision, mais en tout cas dans l'application. Dans les scènes, le protagoniste, il est dans le processus d'inversion. Et du coup, pour le spectateur, on a l'impression qu'il avance. Mais au tournage, ça a été tourné à l'envers. Oui, pour avoir tous les effets de flaque d'eau et puis de ressenti. Ouais, le flaque d'eau et tout, c'est que t'as pas le personnage qui fait semblant d'aller à l'envers. Non, le personnage, on le filme. Le spectateur, il voit un travelling... Par exemple, il voit un travelling avant, mais ça a été tourné en travelling arrière. Ou alors un travelling arrière et ça a été tourné en travelling avant. Mais c'est pour ça qu'on je trouve que c'était en mode... C'était sans doute la meilleure décision à prendre ou la seule bonne à prendre. Mais en termes de réa, t'es en mode... Ouais, bah là, tu m'as fait la scène, mais à l'envers. Genre, là, toi, t'es un acteur. John David Washington, il en parlait en interview. Il était en mode, ouais, bah beaucoup d'entraînement pour ce film parce que
Bah, j'avais jamais donné de coup de poing à l'envers. Hmm. En fait, Et genre, en du mode, point de vue comment des tu donnes un coup de chorégraphies- poing à l'envers, tu vois, genre c'est trop bizarre, tu vois. Du point de vue des chorégraphies, c'est vraiment impressionnant. Et là, en la fait. réa, Il y a une scène qui. Je pense à la scène où il se bat Dans le couloir. dans le couloir, Dans le couloir, qu'on ouais, voit, ouais. qu'on voit dans les deux sens en plus. qui est, Qu'on voit alors, dans les deux sens, et ça c'est qui est magnifique. vraiment, je pense que c'est la scène qui m'a le plus impressionné, qui m'a le plus Pareil. retourné la gueule, parce que En là, termes je de vois réa, pas. oui, c'est Je vois pas comment tu peux la. Là, tu peux pas tromper avec du CGI, tu vois. Ouais. Oui, parce qu'en fait, dans tous les plans, il y a On peut quelqu'un qui fait des tromper mouvements à une fois l'envers un et. CGI, mais pas. Non, c'est pas ça la réplique. Non, je sais pas, j'ai oublié. Prenez un chewing-gum, Emile. Non, mais du coup. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez difficile à appréhender. Tu vois la scène, tu te dis comment est-ce qu'ils ont fait, parce que c'est vrai que dans tous les cas, dans les plans, à chaque fois, t'as quelqu'un qui bouge à l'envers, quelqu'un qui bouge à l'endroit. Et ce qu'ils ont dû faire toute une chorégraphie où le mec a l'air d'aller à l'envers alors qu'il va à l'endroit ou l'inverse. Et c'est vraiment le travail est impressionnant de ce point de vue-là. Bah, la C'est scène dans le c'est couloir, d'image elle- jamais vue. Elle a été Surtout tournée, entre que- guillemets, elle a été tournée 2 fois. La première fois qu'on la voit, la scène, elle est à l'endroit. Elle est à l'endroit Je du crois- point de en vue plus, du je crois- protagoniste, mais la première fois, on la voit du. C'est parce que. Alors, c'est difficile à expliquer parce que c'est le protagoniste qui s'affronte lui-même. Alors, ouais, C'est spoiler. On mettra une zone spoiler avant la. Bah non, mais de toute façon, la chronique, hein. on parle du film, il meurt à la fin. Voilà. Pour l'instant, on a- Vous avez vu des Réservoirs Dogs? pour l'instant, C'est la on a- même chose. Pour l'instant, on n'a pas spoilé. hein. Mais ouais, non, mais de toute façon, on parle d'un film à partir. Non, mais ça, on n'est pas d'accord là-dessus. Bah, c'est que de toute façon, Bref, vu qu'on non. on va parler du film Mais- pendant au moins 1 heure, évidemment qu'on va spoiler. Ça, on aurait Donc, dû le dire au début, mais ça paraît évident. Donc le protagoniste, on va dire protagoniste en costume et protagoniste militaire. Voilà. Ouais. Donc le personnage s'affronte lui-même, mais la première fois qu'on le voit, on le suit lui en costume, donc cravate et tout ce qui s'ensuit, le Windsor, tu connais anglais, tu vois. Et cette scène, elle a été tournée à l'endroit du point de vue du protagoniste en Windsor, et après à l'endroit du point de vue du protagoniste habillé en militaire. Oui. Et du coup. Bah, t'as pas la même. Il a été tourné. Il y a une fois où John David Washington, j'étais en mode David Robert Mitchell Washington, n'importe quoi. La fusion des deux. Washington, où il devait donner le coup de poing à l'endroit. Ils refont la scène, mais cette fois tu la donnes à l'envers, tu vois. Je suis en mode. Oui, bah oui. Tu vois, tu tournes à la fois la scène à l'endroit et à l'envers, la même scène. Elle tu est- vois, je elle trouve est- ça- elle est en très, termes de réa, c'est exceptionnel. Quoi. Cette scène, elle est millimétrée. Cette scène, elle est extraordinaire. C'est le pivot du film. Mais Si cette scène ne là marche où est pas, en le plus- reste du film il s'effondre. là où est en plus la force, c'est que l'acteur fait lui-même toutes les cascades. Oui. Alors peut-être qu'il a un cascadeur pour les scènes très très spécifiques, genre l'élastique et tout machin. Bah surtout quand les il scènes qui le mettraient en quand il danger. s'affronte lui-même. Oui. Quand il s'affronte lui-même, Mais c'est- il y a lui et un mais- cascadeur. c'est Mais en évident. revanche, il fait toutes ces cascades. Il a Oui. appris à se battre, à faire les trucs et à se battre à l'envers. Mm. Donc c'est un bel exploit. Carrément. Voilà, c'est fini, merci bien. Non, mais du coup, j'étais pas prêt à ce que tu termines ta phrase maintenant, mais il y a plein encore d'autres points dont on peut parler sur le film, notamment la BO, la musique du film. Jude, t'avais dit tout à l'heure que t'avais peut-être des trucs à dire dessus, donc on va te laisser commencer sur la musique de Tenet. Ouais. Déçu. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit. C'est très Zimmer, hein, même si c'est pas Zimmer qui a fait la BO, hein, mais c'est très Zimmer. Tout le C'est long. Ludwig Göransson, Voilà, c'est ça. celui qui a fait Black Panther. Exactement. Et bon, je suis un peu partagée là-dessus parce que, en fait, faut savoir que à la fin du film, le générique Ah oui, non mais casse complètement l'ambiance. Et je savais pas où me mettre en fait, je savais pas quoi penser du tout parce que on est sur une ambiance quand même très Zimmer et avec un orchestre et tout machin. Et là, on tombe sur une musique avec de l'autotune très électro. Et j'ai trouvé que ça a vraiment niqué l'ambiance du film. Oui. Et je suis restée sur ma faim en fait au niveau de la musique. Elle est pas, je trouve, assez mise en avant ou pas bien mise en avant. Et j'étais un peu déçu en fait. En fait, juste sur la musique, parce que comme on parlait du lien avec Zimmer, quand j'ai vu le film, je savais pas que c'était pas que comme Nolan n'avait pas bossé avec Zimmer depuis 2005. Depuis Batman Begins, donc depuis 2005. Donc, oui, c'est ça. à Il partir bosse avec lui depuis 2005. À partir de le troisième film de Nolan, donc Batman Begins, donc en 2005, il commence à bosser avec Zimmer jusqu'en 2017. Et là, moi, Tenet, donc je pensais que c'était Zimmer. Je me dis, bon, Nolan égale Zimmer. Mm. Et à un moment donné, j'étais en mode,
pendant le film, vraiment tout le long du film, pour moi c'était Zimmer quoi. Et quand j'ai vu le générique, j'étais en mode Ludwig Göransson, j'étais en mode ah oui, ce nom me dit quelque chose. Après, je me suis rendu compte que c'est celui qui avait fait les Black Panther, mais quand j'ai réécouté la BO quand elle est sortie sur Deezer, j'étais en mode là, c'est pas Zimmer, mais il y a du Zimmer et du Junkie XL. Junkie XL qui a fait notamment la BO de Mad Max Fury Road. Et Zimmer et Junkie XL ont travaillé ensemble sur Batman vs Superman Dawn of Justice. Et quand je me suis réécouté la BO, après j'ai écouté du Zimmer, notamment la musique d'Inception. Oui, Après j'ai écouté la musique de Fury Road. Et j'étais en mode, ouais, bah, tu fais un mix de Fury Road et de Inception et t'obtiens la musique de Tenet. Surtout ça, c'est. On rend compte, pour moi, Ludwig Göransson, ses influences, pour le coup, c'est vraiment Zimmer et Junkie XL. Alors, Dans les cordes, ouais, c'est très Zimmer. Hein. Mais Dans les cordes et surtout dans le pam, pam, pam. Oui. Ça, c'est un truc qu'on retrouve à Dans la fois Inception. dans Inception, mais surtout dans Mad Max Fury Road Ouais, y a de vraiment Junkie de ça. XL. En effet, non, c'est vrai que. Alors, moi, la BO, elle m'a pas du tout posé problème parce qu'en fait, je trouve qu'elle est à l'image de la réalisation, c'est-à-dire Oui, qu'on arrive oui, oui. vraiment à quelque chose. Ah, par contre, Et même du scénario, c'est-à-dire chose de. Très épuré. En fait, c'est-à-dire que le personnage s'appelle le protagoniste, donc il est pas fait pour qu'on le suive et pour qu'on s'attache à lui. La réa, elle est très froide. Ce film est très froid, ça a pas été répété, tu vois. C'est très clinique, C'est qu'en en fait, fait, c'est chirurgical. C'est très 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 chirurgical. Et en fait, c'est comme s'il avait tellement donné. Pour moi, c'est pour ça que j'appelle ça un film concept. C'est comme s'il avait vraiment décidé de d'élaguer tout ce qui pouvait être entre guillemets artistique, presque, j'allais dire, pour faire fonctionner son concept dans toute sa froideur et dans toute faire sublimer le concept parce qu'il y a que ça qui prévaut. C'est ce concept-là qu'il veut mettre en avant. Et c'est assez paradoxal en fait. Ouais, je voulais revenir juste sur tant qu'on est sur la musique. En fait, je trouve que l'utilisation de la musique, moi, c'est le seul truc que j'aurais à dire dessus, c'est que il est très, il est très utilitaire. C'est-à-dire que en fait, la seule scène qui m'a marqué avec la musique, à part le générique de fin en mal, en mode mais pourquoi, enfin qu'est-ce que ça fout là-dessus, je suis d'accord avec vous tous. Je pense qu'il y a un... Voilà, mais au-delà de ça, l'autre scène qui m'a marqué avec de la musique, c'est en fait tout le climax où t'as en fait les deux armées, donc l'équipe bleue et l'équipe rouge. On n'est pas à Interville, mais c'est un peu le même concept. J'ai cru voir une vachette passer dans le champ à un moment donné. Du coup, en fait, C'est peut-être moi, en termes de montage, le défi c'est qu'on alterne entre deux timelines, donc ceux qui vont à l'endroit, ceux qui vont à l'envers, et du coup, la musique s'adapte à ça, et du coup, ça fait que la musique elle passe de le thème principal, enfin le thème de la musique, et ensuite le thème inversé quand tu vois l'équipe à l'envers, puis le thème à l'endroit, à l'envers, et du coup la musique, elle a un côté extrêmement utile parce que du coup ça permet de mieux comprendre, c'est-à-dire si t'arrives pas à voir qu'à un moment donné ils ont des brassards bleus, et ben le fait que la musique elle va dans un certain sens, tu te dis ok c'est eux. En tout cas moi ça m'a aidé à me repérer dans cette scène, donc et là où c'est big up à la musique pour son côté utile et didactique. Et là où c'est rigolo, c'est demandé sur YouTube, à mon habitude. Et je tombe sur musique de Tenet à l'envers. Et puis quand je l'ai écouté, tu vois, j'étais en mode ok, ça ne sert à rien. J'étais en mode je sais pas, j'ai l'impression d'écouter la même musique, tu vois. C'est qu'en fait, c'est tout le long. En fait, quand tu écoutes la musique de Tenet à l'envers, des passages où t'as pas l'impression que c'est à l'envers. Globalement, t'as l'impression d'écouter un truc à l'envers, mais il y a des moments où c'est pas à l'envers. Et ça, c'est assez intéressant du coup de l'écouter la musique à l'envers, parce qu'il y a des passages où t'as pas l'impression qu'elle est à l'envers du coup. C'est pour ça que la musique, pour moi, quoi. la musique, elle est un peu l'image de la scène finale où là j'ai vu brassard bleu, brassard rouge, j'étais là, ok, c'est un paintball, on est quand même très loin de la subtilité de Nolan. Ouais, mais en même temps, en fait, de Réa, c'est. Et en fait, c'est parce qu'en fait, on a l'impression qu'il a tout ce qui pouvait être allégeable. Sur certains niveaux, visuellement, artistiquement, on va dire, tout ce qui pouvait être allégeable artistiquement, il l'a fait pour rendre le film plus clair. C'est-à-dire tout est revu à la baisse dans la subtilité même, j'ai envie de dire, même l'écriture des personnages, tu vois. Ouais, avec qui est très très minimaliste. le protagoniste, le gentil, le méchant, même la demoiselle en détresse, du coup, pour revenir un peu à ça. L'écriture à la James Bond, les bracelets rouges, les brassards rouges, les brassards même le cycle bleus. classique la scène, on se rend compte qu'on nous l'a déjà montré, tu vois. La musique Je pense simple, à c'est vrai. la femme qui saute du bateau. Ouais, les clés étaient dès le début en fait. Oui. Ouais. C'est assez classique dans un film qui parle du temps. Et pour le coup, peut-être qu'on peut commencer à étendre vers la filmographie Juste complète avant de Nolan. T'as quelque chose à dire avant d'étendre sur la filmo de Nolan. Là où je trouvais que c'était Tout en continuant à parler de Tenet, évidemment. assez. Oui, le fait qu'à la fin du film, on se rend compte pendant le générique, quand il y a marqué protagoniste John David Washington, ah mais c'est vrai qu'on connaissait pas son nom au personnage principal, on connaît pas son nom.
Ouais. Et j'étais en mode, putain, c'est quand même assez fort de faire tout un film autour d'un personnage dont on connaît pas le nom. Et, Fight Club. Et, putain, il a mis la main dans ma bouche, il a retiré les mots. Et J'effectue un dab actuellement. Voilà. J'effectue le dab. Non, c'est dans quoi ça? C'est C'est McFly et Carlito. Ça n'a rien à voir avec. Rien à voir. Christopher C'est pas Nolan. Nolan. Je croyais. Je crois que c'était un délire. Mais comme dans Fight Club, tu te rends compte à la fin du film que tu connais pas le prénom du personnage, quoi. Et contrairement à Fight Club, par contre, c'est que tu t'attaches au personnage. Et l'absence d'attachement à la personnalité du personnage dans Tenet, elle n'est pas dérangeante. Et ça, c'est très fort, je trouve. C'est que tu es intéressé par l'histoire et par les enjeux. Et pas par la personnalité Elle est du pas personnage. dérangeante, ça dépend C'est que pour qui. t'es pas en mode. Après, moi, ça, c'est mon point de vue, évidemment. C'est que j'étais en mode, mais le personnage, au final, tout ce que je veux, c'est qu'il réussisse. Non, c'est même pas ça. C'est même pas je veux que le personnage réussisse, c'est qu'en mode, je veux que la mission réussisse. Tu t'en fous que le personnage. Enfin, j'ai très peu d'attachement au personnage du protagoniste, mais j'ai de l'attachement émotionnel à la mission qu'il a. C'est parce que le protagoniste, tu sais rien de sa personnalité. Tout ce que tu sais, c'est qu'il boit. C'est quoi? C'est du Coca Zéro. À un moment donné, il y a Neil qui lui fait Robert Pattinson en mode, tu ne bois du Coca Zéro. En mode, ok, on s'en bat les couilles de cette. T'es limite plus attaché à Robert Pattinson, quoi. Ultra attaché à limite, Robert- t'es plus attaché à Robert Pattinson. parce que- Et même à leur relation entre les deux, je Oui, trouve. t'es attaché à la relation entre les deux, mais le protagoniste, tu sais rien de lui. Il arrive, c'est un agent de la CIA plus ou moins, il se suicide, en fait il est encore en vie, on lui donne une mission, il effectue la mission, il crée Tenet. Ouais, mais genre sa vie, qu'est-ce qu'il a vécu avant? On sait pas, on s'en fout. Là-dessus, Ses émotions, on s'en fout. Tu sens qu'il a un petit peu d'attachement au personnage. Oh putain, merde, j'allais l'appeler le personnage féminin. C'est le moment où tu te rappelles plus du nom du personnage. Ah, c'est Kate, non? Elisabeth? je saurais pas te dire Enfin, pour bref. le coup. Du coup, là. Mais ça témoigne, voilà. Et oui, ça témoigne prouve quand même Et quelque c'est le chose. problème, là, on met le là. doigt sur quelque chose. Mais même les sentiments qu'il a pour elle, tu comprends pas, et puis même tu t'en fous, tu vois. Tu dis, il est amoureux d'elle, je sais pas, non, on s'en fout, quoi. Et pour moi, ça, c'est la preuve d'une très belle réa. C'est que le personnage, tu sais rien de lui, tu t'en fous de sa vie, Tu peux quand mais même t'en apprécier veux. le film. Mais t'en veux du film. Ouais, T'en et veux quand même du film. À là-dessus- part Jude qui, a priori, s'est ennuyé. Le concept était quand même assez intéressant, mais j'avais un peu. C'est-à-dire, je pense que c'est aussi au niveau du scénario et comment le film parfois. Comment certaines scènes aussi parfois étaient montées. Et peut-être que je me suis ennuyée parce que parfois c'était un peu compliqué à comprendre. Et la VF ennuie beaucoup aussi, hein, faut se le dire. Rien que la bande-annonce, ça me donnait envie de venir. Ouais, mais j'étais avec des gens qui ne voulaient pas voir en VO, donc je me Aïe, suis coup plié, dur. à la règle. Mais ouais, la VF, honnêtement, N'aide pas, quoi. Ça t'a pas aidé à c'est- rentrer dedans, quoi. elle est mauvaise, en fait. Ouais. Enfin, je la considère comme mauvaise. Après, il y a de bonnes VF. Oui, il y a de bonnes VF, mais celle-là, Pas est- celle-là, du coup. celle-là est largement. vraiment nulle à Yesh, en fait. Ok. Juste, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Yoannis, sur le côté on s'attache pas au personnage, mais on s'en fout. En fait, je trouve que dans ce film-là, Nolan, il a complètement assumé un truc qu'il faisait déjà depuis longtemps. C'est-à-dire que le côté personnage épuré, pour être juste au service du récit, en fait, c'est un truc qu'il fait depuis des années, depuis beaucoup de films. Et en fait, il avait souvent un schéma qui revenait de personnages qu'il changeait pas beaucoup. Et de personnages principaux, j'entends, parce que dans les personnages secondaires, il y avait souvent des choses plus intéressantes. Mais par exemple, tu vois, le personnage principal d'un Nolan, c'est souvent un personnage qui est assez seul, bon, mis à part Interstellar où il a une famille, mais où il se retrouve seul, et où souvent sa femme est décédée. C'est souvent un personnage qui va se faire piéger par quelqu'un et retrouver à devoir travailler pour quelqu'un. Et en fait, il y a souvent un schéma qui se répète vraiment parce que Nolan, ça l'intéresse pas vraiment, j'ai l'impression, de caractériser des personnages et d'inventer des personnages. Là-dessus, ça pourrait être un anti-Amélie Poulain, si je pouvais comparer ça comme ça, dans le sens où il n'y a pas du tout de fiche de personnage qui va te lister plein de détails inutiles. À l'inverse, on va même pas te donner les détails importants sur lui parce que lui, on s'en fout. Et ce qui importe, c'est ce qui lui arrive. En fait, Je veux c'est la voir mission qu'il accomplit. Du coup, je veux voir un remake de Amélie Poulain par Ouais, Christopher par- Nolan. Ce serait incroyable. C'est incroyable. Je ne pensais pas, mais c'est Jean-Pierre mon plus Jeunet grand en rêve. PLS Ou un remake de Tenet par par Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Jeunet. Oh, ça peut être sympa par contre. Oh là là, me parlez pas de ça, je vais jouir dans mon slip. Moi, je sais pas, Ok. j'ai des problèmes avec Vas-y, Jeunet. on- Du coup, je trouve que là-dessus, c'est assez intéressant qu'il assume complètement ça parce que,
En fait, depuis Dunkerque, Nolan, il coécrit plus ses scénarios avec son frère. Donc c'est Dunkerque et Tenet qui ont été écrits uniquement par lui. Il me semble, si je dis pas de conneries. Et je trouve que ça se voit. Avant, c'était de la coécriture, mais c'était pas avec son frère. Notamment la trilogie Dark Knight. C'était avec David S. Goyer, qui a notamment bossé sur beaucoup de films Marvel. Et sur Man of Steel et sur Batman vs Superman. Ok, donc en tout cas, quand c'est pas son frère, c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà, donc il avait toujours été dans la coécriture et les deux scénarios qu'il a écrits de lui-même. C'est du coup des films avec lesquels moi j'ai plus de mal, c'est-à-dire Dunkerque et Tenet. Mais du coup, je trouve qu'en fait la différence, elle se voit dans le scénario qu'on préfère ou qu'on aime moins. Et du coup, c'est en fait les obsessions de Nolan à leur paroxysme. C'est-à-dire que il y a même plus je trouve la base didactique qu'il y avait par exemple dans Inception en mode on va tout expliquer pour que après tu puisses bien suivre le film. Et là, c'est plus plus expéditif et plus alambiqué. Dunkerque, c'était un côté extrêmement épuré où pareil, les personnages ils étaient complètement pas déshumanisés, mais en fait dénués de toute personnalité. Ils étaient presque interchangeables. Moi, je confondais les personnages parfois entre les scènes de Dunkerque. La première fois que je l'ai vu, ça m'a fait ça. Ouais. Et en fait, je pense que c'est volontaire et que c'est une vraie envie de Nolan que, même si j'aime pas, je reconnais comme étant une de ses obsessions. C'est le côté, en fait, on s'en fout de construire des personnages. Ce qui est important, c'est l'histoire et c'est dans quelle histoire ils sont embarqués, etc. Et là-dessus, ça me rappellerait presque un petit côté un peu bon bref, j'ai oublié le nom mais c'est pas grave. Parce que du coup là on a oui, j'attendais un truc. Nous on est en suspens là. Ouais, un petit côté un côté ça me rappelle un côté un peu Kubrick, c'est-à-dire c'est un truc qui me gêne dans le cinéma de Kubrick, que bon, au-delà de ça, a marqué l'histoire du cinéma et je l'admire, mais ce côté, je m'en fous un peu du personnage. Je vais pas trop passer de temps à le caractériser ou à me soucier à ce que tu t'attaches à lui, parce que ce qui est important, c'est l'histoire qui lui arrive, c'est les événements dans lesquels il est impliqué. Oui. C'est quelque chose qui arrive de plus en plus au cinéma et que j'aime beaucoup. C'est qu'à un moment donné, c'est comme si on commençait de plus en plus à admettre que le cinéma, c'est de raconter des histoires et que le personnage, c'est pas forcément l'histoire, quoi. Pas forcément. C'est que des fois, on raconte une histoire via un personnage, mais Simon on peut aussi raconter des histoires sans que ça soit à travers un personnage. Oui. En effet. Voilà. Simon est d'accord, merci bien. Merci, Simon est d'accord et Simon a peu dormi, je crois. Du coup, je sais pas ce que vous pensez de ce truc-là. Moi, je sais que c'est un truc qui parfois peut m'empêcher de rentrer dans un récit, de me dire j'ai personne à qui m'attacher. Alors, en l'occurrence, dans Tenet, ça m'a moins gêné, mais c'est ce qui m'avait gêné dans Dunkerque, par exemple. Le côté, Oui, je suis d'accord. j'ai vraiment personne à qui m'attacher parce que c'est un genre de film choral où il y a aucun personnage qui m'intéresse. Et en fait, c'est parce que c'est pas l'ambition du film. Donc le film était réussi quand même. Non, mais le film était réussi quand même pour le coup Dunkerque, mais c'est juste que du coup, j'arrivais pas à rentrer dedans à cause de ça. Oui, je suis d'accord. Parce que le seul Voilà. dans Dunkerque, le seul auquel Déteste rebondir. la première fois que je l'ai vu, donc au cinéma, j'étais un peu en mode. Aucun problème. Je confondais les personnages. La deuxième fois que je l'ai vu, donc qui est assez récemment d'ailleurs, ça fait partie des seuls Nolan que j'ai pas regardé 15 fois. Donc Dunkerque que j'ai vu que 2 fois et quand je l'ai revu, j'étais en mode, ok, le seul personnage que j'aime, pour qui j'ai de l'attachement, c'est Kenneth Branagh. Ouais. C'est le général qui est au bout de sa jetée et qui reste pour ses hommes. C'est le seul personnage qui a une âme au final. Les autres, ils ont une âme, mais ils veulent survivre. Lui, c'est le seul qui n'est pas intéressé à sa survie en tant que personne. Lui, il s'intéresse à la survie de ses hommes. Ouais. Après, c'est parce que lui, il est un peu moins en danger aussi. Oui, il est moins en danger que les autres, mais c'est le seul. Oui, mais du coup, tu le trouvais plus attachant par ça. Il reste derrière aussi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est le dernier qui se barre de la plage. Ouais. Et là-dessus, moi en tout cas, c'est un truc qui pourrait me déranger dans le sens où j'ai préféré des films, par exemple Interstellar, que je trouvais beaucoup plus touchant. Il était beaucoup plus classique dans son traitement des personnages parce que, en fait, pourquoi est-ce que c'est touchant ? Parce que t'as une relation d'un père à sa fille qui est du coup plus classique. Mais le côté un peu démesuré que ça prenait de en fait, ils vont être séparés par déjà des milliards d'années-lumière et puis aussi potentiellement des dizaines et des dizaines d'années, et c'était ça qui était assez déchirant. Et du coup, même si c'était assez classique en mode un schéma familial quoi, je trouvais ça plus touchant. Et je pense que c'est pas ce qui intéresse Nolan de toucher les émotions, en tout cas peut-être pas en priorité celle-ci quoi. En même temps, dans Interstellar, il a triché, il a pris Matthew McConaughey. Tout le monde est amoureux de Matthew McConaughey. Puis après, il a pris Jessica Chastain, donc j'étais en mode. La scène. Et Anna Thaoué, je suis en mode. En même temps, tu triches, hein. Tu triches, mon grand. La scène dans le vaisseau, là, où sa fille, elle lui dit
T'étais censé rentrer. Ouais, on a le même âge On a le maintenant. même âge et on a le même âge maintenant et t'es toujours pas là. Et je suis en mode, C'est mon ah non, mais. anniversaire. Je suis en train de c'est déceler de vraiment tristesse. déchirant. Ouais, de ouf. Très bien, on va profiter de ça pour rebondir sur Sur comment la s'inscrit filmo. Tenet dans le. Dans la film. Oui, bah là on a Ouais. commencé déjà un peu à parler de Dunkerque, à parler de Si on parlait de Interstellar. Dunkirk, juste pour te dire, l'année dernière, je pense que surtout grâce à Dunkirk, il a été, maintenant c'est Sir Christopher Nolan. Il a été nommé commandeur de l'Empire britannique par la reine Elisabeth II pour, Ça, c'est de la grosse pour merde, ça. service rendu aux arts cinématographiques. Alors après, Après, juste si tu à préciser t'intéresses que Nolan un peu, est britannique de base, non, mais- mais Ah bah, y a pas bon, plus ouais, on anglais pense que qu'on lui, veut. genre sur le tournage, il est en costume et tout. Quand tu regardes les films, les making-of de films américains, tu vois James Cameron en jogos pull dégueulasse. Christopher Nolan, il a un peu plus de gueule quand même. La classe Excuse-moi. à l'anglaise. Voilà, c'est la classe à l'anglaise quand même. Je suis désolé, mais t'enlèveras jamais à Peter Jackson son short. Ah mais le Bermuda, Personne n'enlève son Bermuda à Peter Jackson, le d'accord? Bermuda de Peter Jackson. Je suis amoureux du Bermuda de Peter Jackson. Je veux l'acheter pour le mettre sur le mur. Je- Sans le laver. Je veux l'encadrer. Je pensais que j'allais passer toute une existence à cracher sur les gens en Bermuda. Depuis que j'ai vu le making of du Seigneur des Anneaux, je suis tombé amoureux des Bermudas. Je n'en mets pas parce que je me respecte, mais quand même, Mais tu respectes Non, aussi je connais, certaines je personnes qui en portent. respecte Peter Jackson pour ce Bermuda. Alors, mis à part cet aparté sur les Bermudas, on peut peut-être aussi revenir sur d'autres films de Nolan. Je sais pas, par exemple, lequel, pour vous, de ce que vous avez Est-ce pu que- voir, est-ce- lequel vous a le plus marqué, lequel vous avez préféré? Est-ce moi, que, j'aimerais bien est-ce juste que je fais le malin en faisant toute sa filmo Pour remettre- dans l'ordre chronologique avec les dates? Attends, il y a Est-ce que d'abord je fais le Simon qui malin veut dire un truc. Ah, mais non, ça peut être, c'est pas con. Mais ça peut être intéressant. Bah, non, alors moi, c'est juste pour remettre en perspective le fait que Tenet s'inscrit vraiment dans cette film-là. C'est un truc que j'ai entendu et avec lequel je suis vraiment d'accord. C'est que dans Tenet, il y a Inception, Dark Knight Rises, Mhm. il y a Dunkerque. Et, moi, alors personnellement, je dirais qu'il y a Memento. J'aime bien être d'accord avec Simon. J'aurais C'est rare, j'aime bien. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de synthèse. C'est-à-dire que il utilise vraiment la puissance de scène qu'il a été capable de faire dans Rises. Mhm. Parce que c'est vrai que Rises a les scènes les Rise. plus, on va dire, les plus. Grandiose. Ouais, grandiose en Ouais. fait de son cinéma. Et c'est vrai que ça, il a vraiment la scène de l'opéra. On pourrait vraiment croire que c'est le début de Batman 3. Hein, voilà. Ouais. D'ailleurs, on l'a dit hein, dès le début. Hein, ça c'est hyper. Voilà. C'est vrai qu'il y a vraiment de ça. Et à côté de ça, il y a du Inception parce que bon, on l'a évidemment beaucoup comparé à Inception parce que c'est du film concept en fait. Et mais par contre, c'est vrai que celui qui, en termes de ressenti, je trouve, ressort le plus, c'est Dunkerque. En fait, on dirait un Dunkerque dans lequel on a insufflé Nolan. Parce qu'en vrai, dans Dunkerque, moi, j'avais pas reconnu Nolan, quoi. À Ouais. part l'imagerie. Ah, si, quand même. En fait, si, Dans le concept, je trouve oui, que mais dans la narration, le concept de Oui, narration, le on le concept de reconnaît, narration. mais pas dans le scénario. Mais pas dans le scénario. Et en mais- fait, là, je trouve que c'est comme si on avait insufflé une patte Nolan, c'est-à-dire un scénario un peu plus classique, mais avec un concept un peu plus pété. Ouais. Des visuels à la Mais dans des Dunkerque. visuels à la Dunkerque, quoi. Ouais, Donc, ouais. en fait, c'est The Dark Knight Rises, filmé sur les décors de Dunkerque, à la manière de Inception, avec un concept à la Memento. Voilà, Ça, merci. C'était pour moi. c'est un joli melting pot. C'est un joli melting pot. hein. Donc Ouais, on peut ouais. dire que c'est quand même Ouais, un film c'est qui s'inscrit Honnêtement, complètement. ouais, ça a de la gueule. dans Dit son comme ça a cinéma. de la gueule quand même. hein. C'est un C'est film vrai. qui s'inscrit complètement dans son cinéma. Et ce qui est drôle, c'est que pourtant, c'est un film qui se déconstruit. C'est-à-dire que j'aurais pas été étonné de le voir au début de sa filmo. Et il me rappelle. En fait, ça me rappelle un peu Les 8 salopards avec Reservoir Dogs pour Tarantino. Ouais, le côté un peu retour aux sources, Il y a- les échos au début, quoi. Il y a vraiment cet aspect, on revient au film concept et à la déconstruction des personnages, à cet univers froid, parce que Memento c'est hyper froid. Et voilà, et il y a vraiment de ça. Mais comme si on l'avait mis à une échelle internationale. Avec plus de budget, plus avec de un gros budget, concept. Ouais, ouais. Et puis avec des Ouais, je concepts crois plus qu'il y fat a et tout. quoi, il doit y avoir 200 millions de budget en plus pour Tenet par rapport à Memento, quoi. Donc, Bah, en fait, Tenet, c'est 200 millions de budget pour le 220, film. 220. Ouais, donc plus de 200 millions pour le film, plus je crois 100 millions pour 100 les millions coûts pour la marketing. com, ouais. Voilà, donc c'est quand même un autre, Donc une c'est autre un des ampleur gros, que un des Memento, c'est plus sûr. grosses. Alors donc, 1996, premier long métrage de Christopher Nolan, Following, un film qui a été vu par 11 personnes, le 11e étant Durandal, voilà, un Français, voilà, dans la liste. Hein. Oui, enfin, c'est juste qu'autour de cette table, aucun Qui- d'entre nous l'a vu. Mais Voilà, après- et les seules autres personnes qui l'ont vu sont ceux qui lui ont donné des prix, parce que Following a eu pas mal de prix. J'ai regardé ça hier soir et il a eu pas mal de prix. J'étais en mode, ok, bon, un film que personne n'a vu, à part les critiques. En 2000, il sort Memento, donc, qui a quand même nickel game. Hein. Bon, il y avait Matt Damon qui était pressenti pour le rôle, mais finalement, Guy Pearce a accepté pour moins cher. Et heureusement d'ailleurs, parce que Guy Pearce est meilleur dans le rôle, enfin, il est très bon dans le rôle.
Après ce succès de Memento, il a eu du budget pour Insomnia en 2003. Avec Al Pacino et Robin Williams. Qui est un film de commande, je crois. Non Alors ça, j'en sais rien. J'ai cherché hier soir. Je crois, oui. Ok, parce qu'il me semblait que oui, mais je bon, pense, mais j'ai pas trouvé de confirmation. Ok. Parce que là où on pense à un film de commande, évidemment, c'est que c'est un remake. C'est qu'à la base, c'est un film norvégien avec le père Skarsgård. Qui joue dans le MCU, dans Mamma Mia notamment. Hein, voilà. je suis un fan de Abba, hein, on va pas se le cacher. On ne te juge pas du tout. Mais donc voilà, c'est un remake, donc en 2003. Après, de 2004, il est approché par Warner suite au succès d'Insomnia. Donc approché par Warner pour réaliser Batman. Donc en 2005, il sort Batman Begins. En 2006, si je dis pas de conneries, 2006 ou 2007, il fait Le Prestige. D'ailleurs, petite info sur Le Prestige, c'est un film de commande. Ah ouais. Il avait été proposé parce qu'en fait c'est un film, c'est tiré d'un bouquin qu'il adorait, et en fait il y a 2 réalisateurs qui étaient amenés à le réaliser. Il y avait en fait même 2 studios de production qui hésitaient à le réaliser, et en fait du coup la Warner a ramené son petit bébé avec Nolan. Non mais Et moi en fait- j'aime le livre, hein. Et en fait il a balancé, Je connais. et en fait ils ont montré The Following à l'écrivain, qui a adoré le traitement dans le film et tout ça, et qui a dit ouais non, je veux que ce soit Nolan qui le fasse. Et ben ça, putain, c'est. Alors j'ai pas croisé 10 000 sources pour le savoir, mais je l'ai lu. Bah écoute, c'est marrant parce que, enfin, moi, en voyant The Prestige, je me suis dit ça, c'est typiquement du Nolan et c'est typiquement Nolan qui l'a écrit. J'ai même pas réfléchi au fait que ça allait être. Non, pas Following, excuse-moi, Le Prestige. J'ai même pas réfléchi au fait que ça pouvait être une adaptation pour le coup. Je dois dire, moi c'est mon film, c'est le film de Nolan que je préfère. Et En termes de narration, en termes de narration, c'est du Nolan, mais ça sent l'adaptation. Ouais. Bah, en fait, c'est que on peut comprendre qu'en fait, en termes de narration, ça fasse très roman, mais ça fait aussi très Nolan, et du coup, on peut se dire que c'est de l'un ou de l'autre. Je sais pas si dans le roman il y a ce truc-là, parce que on dit Inception et tout, mais Le Prestige en termes de narration, c'est le film le plus compliqué de Nolan. Je veux Possiblement. dire, c'est un flashback dans un flashback. Oui, pendant puis tout le en fait, film. t'as le côté point de vue de l'un sur l'autre, avec un moment un faux journal intime, etc. Enfin, c'est. Je rappelle les différentes strates de réalité. On parle d'Inception, oui, mais sauf que c'est à propos. Là, il y a différentes strates de réalité sans qu'on se penche dessus. Donc, t'as intérêt à aller voir, quoi. Ouais. C'est pour ça que la première fois, il donne moins les clés, quoi. La première fois que je l'ai vu, j'avais pas aimé Le Prestige parce que j'avais 10 ans déjà et que je comprenais rien. Forcément. Je l'ai vu à 12. Je crois que c'est le premier Nolan que j'ai vu. J'étais un tout petit peu plus con qu'aujourd'hui. Du coup, j'avais pas aimé parce que j'avais pas compris. Et après, quand on m'a dit non mais attends, il y a David Bowie et Andy Serkis, j'étais en mode je vais peut-être revoir ce film en fait. Et puis j'ai kiffé. Quel casting. Ah pareil, hein, David Bowie au départ il voulait pas jouer, puis c'est Nolan qui lui a dit ouais mais comme on a besoin de jouer Tesla, il nous faut quelqu'un avec énormément de charisme, alors toi ça marcherait trop bien, tu vois. Il l'a séduit. Voilà, il l'a séduit. Donc tu peux enchaîner sur The Dark Knight. Donc Batman Begins en 2005, The Prestige en 2006 ou 2007, 2008 The Dark Knight avec Baby Heath Ledger qui a eu un Oscar post-mortem. Donc après 2010 Inception, 2012 The Dark Knight Rises avec la fabuleuse musique Aurora qui parle donc du massacre. Nolan, il a pas eu de chat. Oui, non, parce que entre la mort d'Heath Ledger et puis la tuerie, entre la mort d'Heath Ledger à The Dark Knight et la tuerie à Aurora après The Dark Knight Rises. Oui, parce que pour le coup, c'était une avant-première de Rises, je crois. Ouais, une avant-première de Rises, il y a eu un dans la attentat. ville d'Aurora. un mec habillé en clown. Voilà. Ouais. Donc, un peu somme, quoi. Désolé. Donc, 2014, il débarque avec Interstellar. Donc, il nous pond un truc, genre personne n'était prêt, ni au courant. En mode, ok, j'ai fait ça, et puis tout le monde, ah d'accord, ok, c'est cool. Puis il a nickel game. Ouais. Voilà, Bref, ouais. 2017, Dunkirk, un film, alors là, je parle pour moi, qui est génial, mais qui est, au premier visionnage, Qui souffre de la comparaison avec les autres films de Nolan. qui est au premier visionnage, j'étais en mode, ouais, c'est bien, mais je m'en fous parce qu'il vient de faire Interstellar, quoi. Et là, moi, je m'attendais à mieux qu'Interstellar, et Dunkerque, forcément, il est moins bien qu'Interstellar. Ça reste un très bon film, mais il a souffert quand même. Dunkirk, je pense qu'il aurait dû le faire 10 ans avant, quoi. Tu vois, Ou pas. Comme je Après, parlais beaucoup, Dunkerque, je pense aussi qu'il y a un côté. Tu parlais du fait que Tenet, c'est un peu un exercice de style. Je pense que Dunkerque, à sa manière, c'est aussi un exercice de style. Complètement. Oui, et c'est aussi dit, parce que c'est une vas-y. histoire qui lui tient à cœur, quoi, parce que son grand-père, il était à Dunkirk. Ouais. De la même manière que Sam Mendes pour 1917, son grand-père, 1917, il était dans les tranchées, quoi. Ouais. Donc c'est une histoire qui lui tient beaucoup à cœur. Il me semble, si je dis pas de conneries, si je confonds pas Sam Mendes et Nolan, parce qu'ils ont tous les deux un peu la même histoire,
c'est que voilà, les grands-parents, ils racontaient quoi. Le grand-père de Nolan lui racontait Dunkirk, tu vois, genre ce moment sur la plage et tout. Ouais, donc il y a un côté aussi assez personnel en fait, c'est finalement. Dunkirk, c'est quelque part le film le plus personnel de Nolan. En termes d'histoire de famille, tu vois, d'ambition de raconter une histoire qui lui est propre à lui, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est Alors quand qu'il y a même des Nolan personnages de assez te peu le définis, comprendre. c'est marrant. Et donc 2020, Tenet. Mais personnage assez peu défini dans Dunkirk, mais il s'est beaucoup entouré de vétérans. J'ai regardé le making of l'autre jour. Il s'est entouré de vétérans, avec qui il a discuté du scénario et tout pour livrer une histoire au final centrée sur un personnage, mais réaliste. En mode, ok, ce personnage-là, on sait pas comment il s'appelle, on s'en bat les couilles, que ça soit lui ou un autre, mais ce qu'il a vécu, ce que le film nous montre, chose que les personnes qui y étaient à Dunkerque, c'est en 1940, il me semble, ce que les personnages ont vécu à Dunkerque, enfin, ce que les vétérans ont vécu à Dunkerque, quand ils voient le film, ils se reconnaissent. Et ça, je trouvais ça beau, que le spectateur qui connaît pas, qui a pas vécu Dunkerque, il s'en fout des personnages. Mais celui qui l'a vécu, il est en mode, bah oui, non mais, bon, c'est pas moi, mais j'ai vécu ça. Ouais, c'est qu'il y a un souci de réalisme et de représentation fidèle qui est assez impressionnant, quoi. Et puis pour le coup, là où je trouve que c'est un exercice de style, c'est le côté je vais faire un film de guerre, mais où en fait il a enlevé plein de codes du film de guerre et il en a gardé plein d'autres. Il a fait son truc à lui, sa vision à lui du film de guerre. qu'il C'est ça ressemble qui est à aucun intéressant. autre, Il y a très peu de scènes d'action. Les seules scènes entre guillemets de guerre, c'est les avions qui se tirent dessus et au tout début, avant qu'il arrive sur la plage. Tout le reste, c'est un film de D'ailleurs, suspense. c'est un le- film de suspense et de tension. C'est le film où j'ai le plus ressenti l'impact du bruit des balles au cinéma. Oh oui. C'est- Oui, Ouais, je en suis termes de d'accord. mixage, il est assez impressionnant. incroyable. D'où l'intérêt de le voir en salle, d'ailleurs, je pense. Oui. Dunkerque. Oui. Alors, si on a, je sais pas si vous avez encore des choses à dire sur la Mais, filmo de Nolan Sur sa on- filmo, du coup, là où. on est ça et va. de la place de Tenet Alors, dans cette filmo. Si, là, le truc qui est très important, du coup, c'est la place du temps. C'est que quand on. Alors, j'ai pas vu Following, mais j'ai lu des articles il y a quelques jours dessus. C'est que déjà dans Following, il y avait cette narration en plusieurs strates. voilà, cette construction non linéaire. Oui. Il y avait déjà ça dans Following. Bon, on n'en parlera pas parce que. Il y a que Parce 11 qu'on l'a pas personnes, il y a 11 personnes sur 7 milliards d'habitants de la Terre qui l'ont vu, y compris Nolan. Et les acteurs, du coup ça fait pas beaucoup. Et du Randall, du coup là ça fait vraiment pas beaucoup. Hein. Que dans Memento, t'as déjà cette histoire du temps qui est traitée d'une certaine façon. Le personnage se souvient pas, il oublie. Du coup, on a tous ces souvenirs dans un ordre non linéaire. Après, t'as la trilogie Dark Knight qui, dans la filmo de Nolan, son rapport au temps est quand même assez différent. C'est peut-être les plus conventionnels de ces films. Oui. C'est que du coup, c'est des films qui ont souvent plus d'intrigues parallèles pour compenser le fait qu'ils sont linéaires, en fait. Ouais, J'ai l'impression c'est que c'est ça. ça. Oui. Ouais. Après, t'as Inception, donc une construction du temps où t'as le temps, t'as plusieurs strates. C'est plusieurs vitesses différentes. Plusieurs vitesses différentes. C'est T'as- différentes sous-couches de rêve. Voilà. Dans un rêve, c'est une semaine. Dans le rêve, un niveau en dessous, c'est 1 an. Après, c'est 10 ans. Donc, les personnages, ils évoluent en même temps, mais pas à la même vitesse. Et ça c'est assez intéressant. Dans Interstellar, t'as la peur du temps. En mode, faut que je me dépêche. C'est Parce pareil, que, c'est quelque chose de l'étirement du temps et tout ça. Mm. Mais c'est drôle parce et, que c'est... dans Dunkerque, t'as trois strates narratives. Excuse-moi de te couper. T'as une semaine, une journée, 1 heure. Tout le long du film, tu vois l'avion de Tom Hardy, ça se passe sur 1 heure. Quand le mec il est sur la plage et qu'il arrive finalement à Londres, ça dure 1 semaine. Cillian Murphy sur le bateau, c'est 1 journée. Et il te le mélange montage tout ça, entre tout ça, ouais. et à la fin du film, tu arrives à te retrouver. Quand même. Mais que à la fin. ce qui est très drôle, c'est que Nolan, c'est quand même un des gars qui a exploré la notion de temps comme jamais au cinéma. Et avec Tenet, il réexplore à nouveau. Encore plus. Et ce qui est D'une autre manière, surtout. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il a exploré de plusieurs manières différentes, mais sans jamais parler de voyage dans le temps. Du coup, Tenet Parce pourrait qu'en fait, presque être on parle- la on parle- première à chaque manière fois d'aborder d'autres- ça, en fait. C'est-à-dire que lui, il parle de l'étirement du temps, du ressenti, du temps relatif, de l'inversion. de la mémoire. Mais il parle pas de voyage dans le temps. Ouais. Et aussi, je tiens à dire un truc que je trouve très intéressant avec Nolan, c'est que le temps, c'est pas seulement une obsession thématique, c'est que c'est aussi une obsession formelle. Ouais. C'est-à-dire qu'il a toujours la volonté de raconter son récit de manière non linéaire et non classique. Oui. Et du coup, il va traiter du temps dans la manière de, par exemple, Memento, c'est un récit qui est construit à l'envers, avec en plus des flashbacks en plein milieu pour pas te simplifier la chose. Ouais. Jouer sur les points de vue, enfin toujours
raconter ce qu'on appelle le récit, en fait, parce que le récit, c'est la forme que prend l'histoire. Raconter l'histoire donc à travers un récit qui va toujours être non linéaire et donc jouer avec le temps sur la forme du film et pas seulement dans sa thématique. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Là où Dunkirk peut être différent, c'est que film qui a l'air linéaire. T'as l'impression que tout se déroule au même moment. Et c'est à la fin que tu te rends compte en mode mais en fait ça il y a quelques jours de décalage entre ces deux scènes. C'est que il est monté comme un film linéaire. Donc Oui, c'est-à-dire que classique, je veux dire. Après, évidemment, il y a en fait, c'est linéaire du point de vue du personnage principal, qui vit des événements à l'endroit, puis à l'envers, puis à l'endroit, et on le suit linéairement là-dedans. Le spectateur. Non, attends, on parlait de Dunkerque. De Dunkirk, oui. Ah oui, excuse-moi. T'étais sur quoi Non, du coup, j'étais sur Tenet. T'étais sur Tenet. Oui, non, c'est vrai, Dunkerque est linéaire. De Dunkirk, c'est pas linéaire parce que t'as le passé, le présent et le futur qui s'entremêlent. Ouais. Sauf que le spectateur, il le digère comme un film linéaire. Oui. Et c'est juste qu'à la fin, il dit en mode oui, effectivement, oui, la scène du début avec l'avion, ça se passe à ce moment-là, tu vois, plus tard dans la narration de ce personnage. C'est trois histoires linéaires qui s'entrecroisent. Et du coup, le montage alterné, mais tu le manges comme un film linéaire. C'est pour ça que pour moi, c'est le temps n'est jamais un propos, mais une interrogation. Il interroge le temps. Rien que dans Tenet, finalement, la plus grosse interrogation qu'on a, c'est est-ce que les faits sont irréversibles? Est-ce que quelque chose qui va se passer se passera? Enfin, est-ce qu'on peut modifier le futur? Non, par rapport au présent. Et dans l'univers de Tenet, c'est pas le cas. Le futur se passera quoi qu'il arrive. Les personnages, ils le savent. Et en fait, ils obéissent à ce qu'ils ont déjà vu, en fait. Et il n'y a pas moyen de modifier cette boucle. Et c'est toujours des interrogations autour du temps. Et ça, dans Tenet, c'est très, 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 très beau. C'est cette scène entre Washington et Robert Pattinson à la fin, quand ils discutent et que Robert Pattinson lui annonce en mode pour moi, c'est la fin d'une amitié, mais pour toi, c'est le début. Ouais. Et que Washington, il envoie son pote à la mort. Il sait que son pote va crever. Parce qu'il dit, oui, mais mon pote, il va mourir maintenant. Sauf que je vais le voir demain. Oui. Et il sera. Et ces scènes, au bout d'un moment, je le verrai, il ne saura pas qu'il va mourir. Elle est très très belle, tu vois. C'est en mode et Robert Pattinson qui accepte son destin sans le connaître, tu vois, en mode si c'est arrivé, ça va arriver. Et je suis obligé d'y retourner au cas où, tu vois. Oui. Et l'autre qui pleure, mais Washington, là, il a un jeu d'acteur exceptionnel, c'est que il a les yeux en larmes, mais il pleure pas, tu vois. Genre, il est dans la retenue. C'est vrai. Il a les yeux baignés d'eau, tu vois. Et cette scène, elle est magnifique, tu vois. Le destin est inéluctable, quoi. Enfin, le temps est inéluctable. Genre, ça s'est passé, quoi. On peut pas changer le futur, quoi. Et ça donne une scène magnifique dans Tenet, je trouve. Et dans la reste de films de Nolan, à chaque fois, c'est ça qui m'a impressionné avec Tenet, c'est le fait qu'il arrive toujours à se renouveler, à parler du temps d'une manière différente à chaque fois. Que certains, j'allais dire, on s'ennuie pas. Certains peuvent s'ennuyer, mais en termes de visuellement et en termes de concept, t'as pas l'impression à chaque fois qu'il te dit en mode ok, c'est bon, c'est un film de Nolan que j'ai déjà vu. Même si Tenet peut faire penser à d'autres films qu'il a déjà fait, Tenet, on l'a pas déjà vu. Inception, on l'avait pas déjà vu, on le reverra pas, tu vois, dans la filmo de Nolan. Enfin, en tout cas, j'espère pas qu'il va pas tomber dans les facilités. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas de sentiment de répétition, alors qu'il parle toujours de cette même obsession. Ouais. On va peut-être enchaîner sur un bref passage sur ce qui peut être des enjeux. Très rapidement, parce qu'en fait, Tenet. On parlait du Messie au début d'émission, effectivement. Tenet, c'est un peu compliqué parce que ça a été amené comme étant justement, comme tu l'as dit, le Messie du cinéma, celui qui allait sauver les salles. Ils ont même ramené. Quoi encore je te coupe, excuse-moi 2 secondes. Tenet, ça fait partie des rares films qui, malgré le Covid, n'ont pas changé leur date de sortie, ou alors de quelques semaines. Okay. Était légèrement repoussé, mais pas annulé. En effet. Alors, je vais rajouter un truc, c'est que les dates de sortie qui ont été déplacées des autres films l'ont été à cause de l'échec de Tenet, parce que désolé de vous le dire, mais Tenet a été un très 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 gros four. En fait, à son échelle, c'est-à-dire qu'on rentre même pas dans un sixième du budget qui a été accordé au film pour l'instant au box-office. Et on en est déjà à la 4e semaine. 40 millions de bénéfices pour l'instant sur 220 millions de budget. C'est sans la com. Voilà, si on compte pas la com. Sinon, on en est à 320 millions. Donc en fait, c'est dommage. C'est dommage. Après, ce qui est dommage, c'est de finalement se rendre compte qu'on mise tout sur les blockbusters et qu'on finalement, il y a eu aussi un gros cas, mais on n'en parlera pas des masses avec Mulan,
qui a décidé de ne pas faire sortir en salle, donc Oui, ce qui a bah, fait c'est- gueuler c'est- les salles comme pas possible. C'est tant mieux parce qu'il est mauvais. Non, Oui, mais en on fait, s'en il fout est- de ça. J'ai juste envie que les films, Non, les mais sur le cinémas ferment en principe, France. oui, Oui. sur le principe. C'est C'est qu'il était censé ramener des gens en salle parce que c'est un film Bah Disney. oui. On sait que les remakes Disney ça brasse beaucoup et qu'en fait finalement ils se sont dit non, on va le sortir juste sur Disney Plus quoi. Là, ça interroge quand même sur notre manière de consommer le cinéma qui est quand même visiblement que par le blockbuster et que là, c'est l'énorme échec parce que le blockbuster a échoué. Et ben, les salles ont peur. Et donc, on en arrive à ce stade-là. Et je trouve ça dommage et aussi très, très, très étonnant vis-à-vis de notre époque. C'est-à-dire que ça provient qu'on est dans un cas quand même très extrême de penser qu'un film va sauver les salles. Parce que ça n'aurait pas été le cas il y a de penser ces choses-là. Il y a 10 ans, on disait oui, bah, il y a 10 blockbusters qui sortent dans l'année. Machin. Là, on est là, putain, un seul film pour booster les salles. Ça veut dire que les attentes sont énormes et ça veut dire qu'en fait, c'est ce genre de film qui fait tout fonctionner. Donc ça interroge beaucoup en fait sur notre manière de voir l'industrie du cinéma et notre manière de la consommer. Et c'est un peu dommage d'en arriver là parce que là dernièrement est sorti un super film par exemple en France qui a mieux marché que ce qu'on pouvait croire et ça c'est cool, c'est Blood Machine, Oui. qui est un super film de science-fiction qui dure 50 minutes et il y avait 50 minutes de making-of avec, qui est sorti que 4 jours en France. Qui a été assez peu distribué. Et qui a été en très peu final. distribué parce que c'est un film complètement, mais plus qu'indépendant, en fait, c'est un film qui vient du C'est un crowdfunding. film de garage. C'est un film de garage et c'est génial. Et Et donc, ce c'est film, il a eu la chance et j'étais très 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 heureux pour ce film. d'avoir du succès. Il a eu du succès tellement que il y avait 4 jours, comme Simon le disait, il y a eu 4 jours de séance. Il a été à l'affiche pendant 4 jours. Et 2 semaines plus tard, ils l'ont remis à l'affiche 1 ou 2 journées parce qu'il avait marché. Donc j'étais en mode, ok, là c'est bien. Donc ça Ok, fait du bien. tac, Ça veut dire que les ça fait gens, du bien quand même. ça veut dire que les gens sont quand même prêts à aller voir ce genre de film. Et ça provient aussi parce que Tenet a montré quand même une énorme communication et tout ça, que les salles vont assez mal pour qu'on en arrive là. C'est-à-dire pour qu'on en arrive à ce que Tenet n'ait pas du tout le succès estompé, alors que c'était le film, un peu comme un Tarantino et tout ça, où on sait que ça rassemble. Et en plus, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu de com. Enfin voilà, on l'a quand même rongé la com. Donc ça interroge beaucoup le fait de miser voilà, que sur ce film. Et ça en dit long sur à quel point la culture a pris cher avec le Covid. Au point que finalement maintenant on n'est plus là à aller voir des films, mais aller voir un film. Et aller voir celui-là par exemple et tiens on va tout mettre là-dessus. On est sur une période, je sais pas vers où on va se diriger, mais j'ai l'impression qu'on est quand même un peu sur une plaque tournante de l'histoire du cinéma entre l'apogée du streaming et le Covid qui est venu enfoncer le clou. Le cinéma ne va pas mourir et Tenet n'aurait pas ressuscité le cinéma parce que le cinéma n'est pas qu'au cinéma. Le cinéma est aussi en streaming et partout. Et voilà, bon, ça c'est un avis qui m'est personnel, mais je pars du principe qu'il faut avoir de la culture dans tous les sens et c'est pas parce qu'on a une cuisine à la maison qu'on peut pas aller au restaurant. Mais ça fait quand même un peu peur vis-à-vis justement de l'état des cinémas, des salles de cinéma. Le streaming ne s'est jamais aussi bien porté évidemment, mais par contre ça commence à puer un petit peu à ce niveau-là et il faut pas hésiter à aller voir des films en salle. Et là, pour le coup, des films comme Tenet ou Blood Machine, pour prouver que les films indépendants peuvent aussi être là, peuvent valoir le coup d'aller au cinéma. Parce que là, en l'occurrence, pour ces deux-là, c'est les 2 derniers que je suis allé voir, c'est des expériences sensorielles qu'on ne peut pas vivre pareil, hors cinéma. Donc c'est un petit peu un appel à dire de toujours aller voir des films. Franchement, ça va, on peut digérer une séance avec un masque pour la plupart, ça se fait assez bien, on finit par l'oublier. Et faut pas hésiter à y aller et à foncer voir des films encore au cinéma parce que là ça pue un peu plus que jamais. Voilà. On a toujours dit que le streaming, que la VHS, que les DVD, que la télé tuerait le cinéma. Ça c'est pas le cas, c'est pas la concurrence qui tue le cinéma, c'est juste ne pas y aller. Et là il se trouve que les gens ont réellement baissé leurs influences au cinéma, contrairement à l'arrivée du streaming et tout ça, qui n'avait pas tant que ça impacté. Après, sans partir dans un débat, il y a quand même aussi un fait que ça serait dommage aussi des fois que certains films ne sortent pas au cinéma. Tu vois, bon, on parlait de Mulan. Bon, Mulan, c'est un mauvais film, mais là, le Fincher annonce son prochain film qui va sortir dans pas longtemps sur Netflix. Je suis content parce que du coup, je l'aurais entre guillemets sans payer quoi. Enfin, bon, entre guillemets, bon, paye Netflix, mais je sais quand même. Tu te dis, Fincher, il sort un film. Bon, Fincher, c'est pas non plus n'importe qui. C'est pas Joel Rigolo. C'est pas Joel Rigolo. Bon, je suis moins fan de Scorsese, mais pareil pour The Irishman, tu vois, tu te dis, The Irishman, il est sorti dans 3 salles de cinéma à New York, tu te dis, ouais, c'est que c'est des films où son film, ça j'ai fout envie le de le seum voir de au pas les cinéma, voir quoi. en salle, quoi. Ouais, c'est ouais, surtout mais ça. ça, En fait. Fincher, manque son prochain film sur le tournage, sur l'écriture du scénario de Citizen Kane. J'ai envie de le voir au cinéma, ce film. Mais on fera peut-être on fera une émission là-dessus. Qui parle de ça parce qu'on faudra parler aussi du format physique et de toutes ces choses-là, mais c'est d'autres enjeux. Mais voilà, c'est juste pour dire que Tenet, il a eu un rôle qui n'est jamais vraiment arrivé dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire que les gens l'ont vu comme le Messie.
il y a des centaines de milliers de films, pour pas dire des millions, qui se font chaque année. C'est jamais arrivé qu'on mise tout sur un film et qu'en gros là c'est comme si l'industrie du cinéma en voulait à Tenet, Bah ouais. d'avoir essayé d'être trop C'est ça. compliqué, d'être trop film d'auteur, de pas être assez accessible, comme si en fait finalement le cinéma avait plus besoin actuellement d'un Mulan ou d'un Black Widow qu'à d'un Tenet, alors qu'en fait le cinéma il a besoin de diversité, il a besoin de tout, et Nolan n'a absolument pas à faire de concessions parce que les films attendent de lui qu'il ait du succès. Bien sûr, et puis lui, au moins, il a eu, comment dire, les gens qui ont produit Tenet, ils ont eu le courage d'aller le distribuer en salle par cette période-là, alors qu'il y a plein d'autres blockbusters qui ont décidé de repousser le truc, quoi, et de se dire, Fast and Mulan, Furious, en fait, on le James sort pas. Bond, Fast and Furious, James Bond, Black Widow, c'est- Dune, on sait pas encore. Hein. Camelot. Ouais. Camelot, Kaamelott. bon, il est pas Bah, repoussé à longtemps. Il va sortir normalement le mois prochain, mais bon. Normalement. on croise les doigts. On croise les Normalement. On doigts. fera une émission pour vous dire ce qu'on Oh, a bah, pensé. Camelot, on fera de l'émission, c'est ouf. sûr. Évidemment. Ça fait 10 ans qu'il est censé sortir. On va conclure l'émission là-dessus. Si vous voulez dire un petit mot de la fin, Simon et Jude, libre à vous. Regardez Blood Machine. Ouais. De Seth Ickerman, donc deux réals qui s'appellent Seth Ickerman. Regardez ce film. Bonne soirée. C'était donc Jude, mesdames et messieurs, applaudissez-la bien fort. C'était donc la première édition de Hors Champ, si on suit notre planning, donc sur Tenet de Christopher Nolan. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Simon, elle a duré combien de temps à peu près ? 1h25. Ok, et merci si vous êtes toujours là. Et on vous dit à bientôt sur Fils de Plume, à bientôt dans Hors Champ pour plus de cinéma. On vous aime, allez au cinéma. Qui est-ce qui va dire jingle ? Jingle.